Bonsoir, merci d'être fidèle à ce premier rendez-vous de notre émission pour cette rentrée littéraire. Alors d'abord, un débat sulfureux, la psychanalyse est-elle une imposture? Ce sera dans notre séquence Échecs et maths où nous avons réuni Christine Orban et Didier Pleu. Plus calme, le cours de littérature que nous donnera Paolo Coelho. Paolo Coelho nous parlera d'Henri Miller. Surprenant, mais il y aura d'autres surprises. Par exemple, Yemi, un jeune auteur qui vient de sortir Suburban Blues. Yemi, un auteur qui en veut et qui a écrit un livre complètement déjanté. Véronique Olmy, pour son dernier roman, La pluie ne change rien au désir, répondra à une critique virulente mais aimante de Christian Sauvage du Journal du Dimanche. Roger Dobbelspieß nous parlera de sa lecture du Journal d'un voleur de Jean Genet et surtout de sa rencontre avec Jean Genet, une rencontre qui a été déterminante pour le reste de sa vie. À la fin de cette émission, nous voulions vous faire un cadeau. Quelqu'un dont on a beaucoup parlé, mais quelqu'un qu'on a peu vu. Michel Houellebecq. Michel Houellebecq pour un journal intime, bien sûr, pas très réjouissant, mais vraiment intéressant et vous verrez, émouvant. Voilà le programme de l'émission de ce soir. Je crois qu'il est temps maintenant de rejoindre nos invités. Bonsoir Christine Orban, Didier Pleu. Vous êtes réunis pour un débat sur la psychanalyse dans le cadre de notre séquence Échecs et maths. Alors la psychanalyse est-elle une imposture? Didier Pleu, vous êtes ici le porte-parole d'un collectif, d'un ouvrage qui a fait beaucoup de bruit à la rentrée, le livre noir de la psychanalyse. On peut dire que vous avez mis un petit peu la pagaille dans le landerneau, on va y revenir. En face de vous, Christine Orban, qui elle a écrit un roman 2 fois par semaine où elle raconte une expérience personnelle, à savoir, vous aviez 20 ans, vous étiez marié et votre mari a été condamné par un cancer. Vous l'avez appris, vous avez entrepris une psychanalyse. Donc c'est une expérience personnelle contre un brûlot actuellement. C'est vous qui allez commencer. Didier Pleu, dites-moi, quel est donc le plus grand péché de la psychanalyse qui fait que vous vouliez pendre les psychanalystes? Non, je crois qu'on ne veut pas les pendre. Ce qu'on voulait surtout, c'est se faire entendre parce qu'il y a une hégémonie de la pensée psychanalytique en France et je pense que c'était intéressant qu'on puisse entendre un autre son de cloche au niveau psychothérapie. Christine Orban, vous n'êtes pas ici la représentante de la psychanalyse, vous avez une expérience, on peut dire même que la psychanalyse vous a sauvé la vie. Alors qu'est-ce que vous avez à répondre à ces pourfendeurs de la psychanalyse? J'ai en effet à répondre que quand tout va mal, quand l'extérieur devient fou, parce que la psychanalyse n'est pas là uniquement quand l'intérieur est déréglé, mais quand l'extérieur ne va pas, donc ça peut arriver dans toutes les vies. Personnellement, enfin dans mon histoire, quand on a 20 ans et qu'on n'est pas assez forte, pas assez construite pour aider une personne, parce que c'est un cas de psychanalyse, j'ai été pour aider quelqu'un. J'allais bien, enfin j'avais pas de névrose qui m'empêchait de vivre, mais je me sentais pas assez forte pour aider quelqu'un quand j'ai appris que mon mari avait un cancer et avait pour quelques mois à vivre. Ça c'est quelque chose que j'ai bien compris en lisant votre livre, mais je disais un petit peu avant l'émission, ça va être la meilleure pub qu'on puisse avoir, c'est de lire votre livre, parce que je crois que ce qu'on voit dans votre livre, c'est que vous êtes en souffrance, vous n'allez pas bien, et on attend au fil des pages qu'il se passe quelque chose, il se passe rien. En fait, vous rentrez dans une église, vous rentrez dans du silence, vous rentrez dans quelqu'un qui est invisible, vous rentrez avec des odeurs d'encens, vous êtes toute seule. Vous êtes d'accord avec ça? Et vous auriez pu... D'église? Je ne suis pas du tout d'accord avec ça, parce qu'il se passe beaucoup de choses. D'abord, si vous faites allusion au silence, pour moi, le silence est un langage. Mais vous auriez pu aller à la trappe, chez les moines trappistes, il y aurait pu 98 séances, 40 000 francs, et je vous jure qu'on a... N'hésitez pas, il y avait derrière moi un homme qui me donnait 2 fois par semaine, 3/4 d'heure de son temps, un homme intelligent, un homme humain, un homme qui ne juge pas. Mais un homme qui suggère quand même. Il ne vous écoute pas, il suggère constamment comme on fait en psychanalyse. Pas du tout, parce qu'il parlait très peu. J'étais plutôt confrontée à moi-même. C'était un lieu où venir... J'avais un grand secret
je ne pouvais le partager avec personne. C'était la seule personne à qui je pouvais parler. Donc finalement, c'était devenu vital, cet homme. Et il n'a pas du tout... on n'allait pas travailler, comme disent les psys, sur le passé. La douleur présente était beaucoup trop forte pour aller chercher dans l'enfance. Ça aurait été très confortable, ça aurait été formidable. J'aurais fait un travail sur moi-même. Je n'ai pas pu. Quand vous avez une douleur très très forte, elle est aveuglante. Je n'ai jamais vu qu'il ne vous aidait pas. Vous avez même besoin de médicaments à la fin. Il prescrit les médicaments quand vous êtes dépressif. Il ne vous aide pas. Il vous écoute totalement, il est empathique. C'est ce qu'on aime bien dans la psychanalyse. Il y a quelqu'un qui vous écoute, quelqu'un qui vous valorise, quelqu'un qui est là, quelqu'un qui est neutre. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'alliance thérapeutique. Nous l'avons aussi. Mais il ne traite rien du tout. On ne peut pas aider quelqu'un qui est en train de perdre la personne qu'il aime le plus au monde. C'est impossible. Les mots, et pourtant Dieu sait que j'aime les mots, sont assez inefficaces. On peut, par contre, c'est comme une bombe à retardement. On prend peut-être de la force pour survivre plus tard. Et puis, c'est 2 fois par semaine, ces rendez-vous étaient comme un rythme. Quand tout s'effondrait au fond de moi, c'était comme 2 petites lumières au fond d'un tunnel. Vous aviez besoin de parler, et en fait, il n'y a pas tellement de paroles, vous étiez en pleine souffrance. Moi, dans votre livre, c'est ce que j'ai aussi aimé, parce que tellement c'est fort, vous étiez en souffrance, puis il ne se passe jamais rien. Et comment vous faisiez quand vous rentriez chez vous avec votre mari, qui était lui-même dans une souffrance terrible? Comment vous avez pu survivre à tout ça? Vous avez raison. D'ailleurs, je me révoltais parfois, parce qu'il ne me parlait pas et j'étais confrontée à moi-même. Ça a été extrêmement difficile. Et vous étiez lucide. Quand Oui. vous dites à un moment donné, mais il ne faut pas être malade pour être guéri par, comme dirait Christophe André, la psychanalyse ne soigne que les bien portants. Je suis d'accord avec vous, ça a été très difficile et cette cure a porté ses fruits longtemps après. Mais sur le moment, j'aurais aimé qu'il me parle, qu'il m'aide. Qu'est-ce que vous auriez fait sans médication à la fin de cette analyse-là? Je ne sais pas si c'est vraiment les médicaments qui m'ont aidé, mais tout de même, être en face d'un homme humain, intelligent, qui ne juge pas, ça a été une grande aide. Mais ça, c'est le b.a.-ba de tous les thérapeutes. C'est empathique, bienveillance, neutralité, accepter totalement la personne qui est devant nous. C'est pas que la psychanalyse, mais il y a aussi à un moment donné, il faut soigner. Oui. Il faut aller beaucoup plus loin. Oui. Quand vous avez commencé votre psychanalyse, vous ne savez rien de la psychanalyse, non. en fait. En fait, vous n'êtes pas, d'ailleurs, comme on l'a dit ici, quelqu'un qui vient défendre la psychanalyse. Vous doutez, et vous le dites. Et pourquoi vous êtes allé vers la psychanalyse plutôt que vers un autre mode de traitement de votre douleur? C'est vrai qu'au début, je ne savais pas ce que c'était la psychanalyse. Moi, je venais d'un pays et d'un milieu où on disait aux déprimés « secoue-toi ». Vous venez du Maroc? Oui, du Maroc, absolument. J'ai été élevée au Maroc. Et quand mon généraliste m'a dit il faut voir un psychanalyste parce que là, tout ce que vous allez avoir à vivre est trop dur, je lui ai dit mais je ne suis pas folle. Pourquoi voulez-vous que je voie Parce qu'on vous envoie vers un psychiatre, voilà, psychanalyste. Non, mais le seul choix à cette époque-là, c'était le divan ou les médicaments. Donc les gens choisissaient le divan, qui était quand même une démarche psychique un peu plus honorable que de se gaver de médicaments. Que peut-on dire à quelqu'un qui vous dit moi j'ai trouvé quand même une réponse, une écoute à travers la psychanalyse? Que quelqu'un de chaleureux et quelqu'un qui écouterait peut le faire aussi, ça. Mais c'est pas un soin, parce que vous avez l'intelligence de voir plusieurs années après que ce silence-là vous a apporté. Mais moi, je pense à tous les enfants, les adolescents qui sont dans les mains de gens comme ça en ce moment. C'est ça notre révolte. Ces gens-là n'ont pas le savoir, n'ont pas l'abstraction pour pouvoir se dire à un moment donné qu'est-ce qu'on est en train de faire avec les dessins, avec la symbolique. La psychanalyse, c'est du vent, c'est une belle aventure existentielle, mais ça ne soigne pas. Et le problème, c'est qu'il y a des gens qui vont très mal. Je trouve pas du tout que les mots soient du vent. Moi, les mots m'ont sauvé, m'ont aidé. Et finalement, dans cet écrin de silence, les quelques phrases qu'il a prononcées, je les ai jamais oubliées. Et elles m'ont vraiment aidé à grandir. Oui, en 96 séances, quand on dit 2-3 trucs du style « qui vous a aimé quand vous étiez malheureux », c'est des choses qui marquent, mais c'est de la manipulation, ça. C'est pas de l'aide, ça. Ils savent où ils vont exactement en vous laissant 2-3 mots à manger comme ça. Je trouve pas, parce que je trouve que la compréhension, c'est le plus beau cadeau qu'un être humain puisse faire à un autre. Le comprendre et le comprendre profondément. Et ça, on ne se trompe pas. Je fais dire à mon héroïne, entendre le mot juste, c'est comme voir son âme dans un miroir. Le mot juste,
c'est quelque chose qui vous éclaire la route. C'est tout d'un coup, on touche quelque chose. Et ce mot juste, il faut presque le mériter. Il faut beaucoup d'heures de travail, de silence. Chaque mot qu'il disait, le peu de mots qu'il disait, devenait absolument inoubliable. Et je ne suis pas du tout fanatique ni rien, et on sait, le jour où on s'est séparés... Les gens n'ont pas le temps, c'est ça que je vois souvent. Vous aviez 20 ans, vous avez besoin de comprendre pourquoi la mort, elle frappe comme ça. Quand on est en plein dans l'amour, vous aviez besoin d'aide. Et là, je vous trouvais tout le long du livre en souffrance. Je me disais constamment, est-ce qu'il va dire quelque chose, ce psy, au lieu de se limer les ongles? Parce qu'un psy, quand il se lime les ongles, c'est qu'il ne vous écoute pas. C'est impossible d'écouter dans le silence. C'est pour ça que je me dis que je ne suis pas sûre. Quand il se limait les ongles, j'avais l'impression qu'il se concentrait. Mais vous savez, j'ai été tellement attentive que je lisais ces silences, les qui valaient plus que les grattements de gorge. Je peux vous dire que c'est impossible d'écouter quelqu'un sans répéter, sans reformuler. C'est impossible. C'est scientifiquement prouvé. Quand on écoute dans le silence, on pense à autre chose. Quand il limait ses ongles, il pensait à ses ongles. Et quand il écrivait sur son carnet, il faisait sans doute ses courses. Il ne vous écoutait pas. C'est impossible d'écouter sans être collé à la personne. Qu'est-ce que vous avez à répondre? Vous avez été analysé? Non. Jamais. Non, j'ai suivi un travail analytique sur ma pratique quand je m'occupais de délinquants et non, ça ne m'amusait pas. Je trouvais que c'est toujours la même chose. Il fallait retrouver tout le temps la relation à papa, maman, la bonne et moi. Donc je trouvais que c'était un peu stérile et il n'allait pas assez loin dans l'inconscient. Il y a dans ce débat quelque chose qui est sous-jacent. On a l'impression quand même qu'il y aurait comme un marché du mal à être et qu'il y a comme une concurrence entre différentes approches sur ce marché du mal à être. Parce que comme vous le dites aussi, c'est tout ça, il y a du business derrière, il y a de l'argent, il y a des gens qui paient pour être... Qu'est-ce que vous avez à dire à ça? Est-ce que vous êtes Non, si la guerre des psys, c'est pour qu'on gagne le pouvoir contre une autre chapelle, c'est absolument absurde. Non, ce qu'on ne veut pas, c'est qu'une hégémonie, qu'il y ait une pensée unique en France. La psychanalyse domine tous les CMPP, les guidances, les facs, la psychiatrie. On dit il y a d'autres choses. Mais c'est pas pour prendre le pouvoir. Nous, c'est le soin qui nous importe. Ce sont les gens qui souffrent. D'accord. Christine Normand, je vais vous donner la parole pour la conclusion. Qu'est-ce que vous avez à dire à ceux qui vont lire votre livre et qui vont apprendre cette expérience dont vous dites qu'elle vous a sauvé la vie fondamentalement? Oui, c'est vrai qu'elle m'a sauvé la vie. Je pense que c'est un... Enfin, moi je dis de la psychanalyse, c'est une case en plus. Vous n'êtes sûrement pas d'accord, mais qu'elle m'a... rendue plus attentive. Je l'étais déjà, j'avais pas besoin probablement, mais aux autres, je juge pas les gens. Elle m'a appris aussi j'ai l'impression quand même à faire ce travail qu'apprennent les psys tout seuls, mais faire une psychanalyse juste comme ça pour faire le voyage, je trouve que non. Moi j'avais un vrai malheur, une vraie raison d'aller chercher de l'aide, mais sans une vraie raison. Alors c'est peut-être du luxe et peut-être ça marche beaucoup mieux sans raison, mais moi c'était malheureusement avec une vraie douleur. On va rester sur cette conclusion, sur cette parole de douleur. Je vous remercie pour ce débat. Je pense que chacun ira vers l'un ou vers l'autre, peut-être vers les deux. Merci. Quand un ex-tolard rencontre un ex-tolard, banal me direz-vous. Sauf si l'un est Roger Knobelspiess, un grand voyou médiatisé des années 80, et l'autre, tout simplement, le grand Jean Genet. À partir de la lecture du journal d'un voleur, Roger Knobelspiess nous explique combien la rencontre avec Jean Genet a été déterminante pour le reste de son existence. Je suis né à Paris le 19 décembre 1910. Pupille de l'assistance publique. Il me fut impossible de connaître autre chose de mon état civil. Quand j'eus 21 ans, j'obtins un acte de naissance. Ma mère s'appelait Gabrielle Genet. Mon père reste inconnu. J'ai lu Genet il y a 25 ans, j'étais en cellule. J'ai une petite table, j'écrivais, je reprenais des passages de Genet, je prenais Genet et ses déclarations d'amour à Silitano, quoi. Elle ne tournait pas. De porter Stilitano, autour du soleil, la terre tremblait. Je me disais, mais comment un homme peut dire des choses aussi belles à un autre homme? Moi, je vais les détourner
pour les dire à une femme. Le sud de Genet, il n'y aura pas d'autres Jean Genet. Parce qu'il faut tellement descendre au fond de soi-même pour oser écrire ça. Quand il dit le crachat, mais c'est le couronnement, quoi. Il a aucune retenue, aucune pudeur, aucune morale. Il a aboli toutes les frontières de ce qui fait qu'on peut dire que les choses sont bonnes ou mauvaises, quoi. Il est ennemi du bien, quoi, viscéralement ennemi du bien. Et dans le journal du voleur, il s'intériorise beaucoup. Il est, par rapport, si vous voulez, à Proust, qui a ce style d'écriture aussi intériorisé, où les écrivains vont se sonder eux-mêmes, descendre en eux-mêmes, vont examiner les viscères de leur famille, leurs origines, etc., leurs petits égaux, quoi, qui c'est pas bien intéressant, on n'apprend rien. Genet cherche les viscères du mal, quoi. C'est parce qu'il possède ces conditions d'érotisme que je m'acharnais dans le mal. Mais je revendique le mal comme Jean Genet, moi. Moi, je revendique le mal parce qu'on est à contresens, on est hors norme, et je revendique le mal à hauteur de moi-même, jusqu'à détester ma ressemblance aux êtres humains. À un moment donné, quand il commence à écrire Notre-Dame des Forts en prison, il y revient plus tard dans le journal d'un voleur, et il s'explique un peu sur son écriture. Et il dit, comme ça, au détour d'une phrase, qu'il a à la fois cette dynamique de la déchéance, de la perdition, du mal, parce que dans le mal, il y a une richesse humaine qu'il n'y a pas dans le bien. J'ai rendez-vous rue des Martyrs avec Jean Genet. Je ne connais Genet qu'à travers ses livres, son soutien, la lettre qu'il m'a envoyée en prison. La porte du café s'ouvre, le crâne chauve et rose s'inscrit dans l'ouverture. Un par-dessus en poil de chameau, le regard fonctionne à toute vitesse. On dirait un notaire de province, il m'aperçoit. Lui, le vagabond, le poète, le voleur, l'écrivain éternel. On s'est un petit peu parlé, il a lu mon livre QHS, il a senti que dans mon bouquin, quelque chose du ruisseau, du jeune voleur de poules que j'étais. Ouais, je crois qu'il m'aimait bien tout de suite, quoi. Et moi, je lui ai parlé comme si c'était un dur. Je me disais, ce mec-là, c'est un dur à cuire, quoi. Je le regarde fixement, qui juge qui. Son sourire en coin survient. Pas à moi. En me fixant avec ses petits yeux bleus accrocheurs, coupable aux mains pleines, il ajoute, je n'aime pas les innocents. Et comment vas-tu exister? La vie m'a doublé, c'est pas régulier pour un pauvre lézard qui vit par hasard dans la société. Mais la société, faut pas s'en mêler, puis un type à part. Une graine d'ananas. Véronique Olmy, bonsoir. Bonsoir. Alors, merci d'avoir accepté de participer à notre séquence ping-pong. C'est toujours un petit peu douloureux. On répond à une critique pas forcément très positive à propos de son dernier ouvrage. Alors, votre dernier ouvrage, c'est « La pluie ne change rien au désir ». Alors, je voudrais, pour parler de votre livre, lire ce que vous en dites et pour voir un petit peu d'où vient cette incompréhension parfois avec certaines critiques. Mon roman, c'est la rencontre dans un hôtel, le temps d'un après-midi orageux, d'un homme et d'une femme qui vont jouir ensemble jusqu'à s'offrir un peu d'insouciance, retrouver le goût de l'innocence, de l'indulgence et du pardon. C'est le dernier mot du livre, le pardon, et c'est vrai que c'est un livre sur la rédemption. Et quand les critiques sont pas favorables au livre, c'est qu'elles ont occulté totalement cette dimension. Alors on va voir la critique dont on parle, c'est celle de Christian Sauvage dans le Journal du Dimanche, mais pas tout à fait sa critique. Et c'est ça qu'il y a de singulier. Alors écoutons Christian Sauvage parler de « La pluie ne change rien au désir ». J'appuie bien sur la machine. Chère Véronique Olmy, je voudrais vous expliquer pourquoi vous n'aurez pas de papier sur votre dernier livre dans le Journal du Dimanche. Est-ce que vous pouvez arrêter là? Parce que je trouve que c'est quelque chose de singulier. Quelqu'un vous dit qu'il n'y aura pas de papier sur votre livre. Oui, mais parce qu'en fait, il a l'air déçu de ne pas avoir aimé. Oui. Alors j'ai l'impression que c'est plutôt
je suis désolée, ça m'a pas plu. Oui. Ça n'a pas l'air d'être le papier je jouis de ma haine. Oui. Quoi. Ça existe. Hein, oui, non, mais je crois que c'est même j'ai pas très l'impression singulier. que ce soit Au contraire, comme ça. Oui, absolument. Vous êtes raté, ça arrive, c'est pas très grave, mais vous n'effleurez plus, vous pétrissez à pleine main et des fois... Alors ça m'intéresse beaucoup, parce que moi je suis d'accord avec lui. Oui. J'ai pas du tout voulu effleurer. Moi, le propos du livre, justement, c'est d'y aller, quoi. Si je parle d'une rencontre amoureuse et d'une rencontre physique entre un homme et une femme, en l'occurrence, je n'ai pas envie de faire ma chochotte et de dire « Ah, j'en parle, mais un petit peu... » Moi, j'avais envie d'oser être au plus près du processus du désir. Sans volonté de choquer. Il n'y a pas de volonté de choquer. Ça ne peut pas choquer parce que c'est jamais violent, c'est jamais en provocation, c'est jamais contre, c'est un homme et une femme, 40-50 ans, donc relativement adultes quand même, consentants. Et qui vont faire que des choses bonnes l'un pour l'autre et l'un avec l'autre en communion tout le temps. La pluie ne change rien au désir, c'est l'histoire d'un homme et d'une femme qui se rencontrent. On ne sait pas très bien qui ils sont, on va découvrir quelques éléments dans le livre. Ils se rencontrent et pendant une centaine de pages, ils vont s'envoyer en l'air dans un hôtel. Ah, ça c'est génial, parce qu'en fait, il dit ils vont s'envoyer en l'air dans un hôtel. C'est très paradoxal parce que moi, je mets en scène deux personnes. Alors, 100 pages d'érotisme, non, c'est faux. Parce qu'en fait, le livre est composé en 3 parties. Hein. Il y a 3 tiers. Il y a la rencontre. Ils se rencontrent place Saint-Sulpice, ils vont au jardin du Luxembourg, etc. Il y a la chambre d'hôtel et il y a tout après. C'est-à-dire, il y a le repos partagé, il y a le dialogue, il y a l'histoire de l'un et de l'autre qui se dénoue. Et lui, il dit s'envoyer en l'air. Alors, c'est paradoxal parce qu'il y a l'image d'être en l'air et en même temps, c'est une phrase qui veut rabaisser. C'est-à-dire, non, quoi. Voilà, non, ils font pas l'amour, ils s'envoient en l'air. Et alors, moi, ce que je voudrais dire, c'est que oui, ils décollent. Et d'ailleurs, il y a une phrase du livre qui dit « Il se passait autre chose que la vie ici-bas, il se passait l'envol, le plaisir absolu et le mystère. » Vous m'avez fait une très jolie dédicace, c'est le désir, une énigme, belle énigme. Le problème, c'est qu'après le livre, l'énigme n'est pas résolue. Oui, il a raison, l'énigme n'est pas résolue. Mais moi, je ne veux pas que l'énigme soit résolue. Parce que pour moi, le plaisir, c'est un mystère. Donc, c'est pour ça que j'avais envie de travailler là-dessus. C'est pas quelque chose que je peux mettre en équation, que je peux résoudre. Tout passe à travers la sensation dans le livre, les odeurs. Donc, qu'est-ce que ça trimballe, qu'est-ce qu'on imagine de l'autre, d'où il vient, la façon de fumer, la façon de déboucher une bouteille de vin. Le rituel du cigare, par exemple. Ah oui, mais c'est très ritualisé. C'est presque... ça peut presque être ringard, c'est-à-dire que l'homme, il est à sa place d'homme et voilà. Il fait son travail d'homme. Il fait son travail d'homme et je me demande si c'est pas là que ça, justement, ça chauffe un peu. On ne sait pas toujours très bien qui est cette femme. On sait qu'elle a des enfants, on sait qu'elle a refusé de signer l'internement de son mari qui souffre de psychose. Elle-même est en très mauvaise santé. Elle semble sortir d'un asile psychiatrique, on n'en est pas sûr. Ça, c'est génial. Parce que, alors ça, je ne vois pas où il l'a pris. Je ne sais pas où. Ce qui est vrai, c'est que dans le livre, ce n'est pas des athlètes de magazine. Ils ne sont pas jeunes, ils ne sont pas forcément beaux, ils ont des complexes. Elle se trouve trop maigre, lui, il est un petit peu gros. Et puis, ils sont un peu cabossés par la vie. C'est 2 solitudes qui se rencontrent et qui vont se sauver par la rencontre. Et alors là, c'est génial parce qu'il dit, elle sort d'un hôpital psychiatrique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire elle est dans la marge. Alors que cette femme, oui, elle aime beaucoup, beaucoup faire l'amour, mais elle n'est pas malade pour ça. Elle n'est pas malade, elle aime ça, c'est tout. Quant à l'homme, en dehors de la taille de sa queue, on sait à peu près... Alors ça, j'adore, parce que c'est l'inverse du livre. C'est-à-dire que le livre, il n'est pas dans la performance. Mais ça, c'est un réflexe de petit garçon qui est la plus grande quand on pisse derrière le platane. Et nous, les femmes, on s'en fout, hein, franchement. Et alors... pas une seconde, elle dit la taille. Elle dit, par contre, et ça je le revendique, elle dit ce qu'elle ressent. De temps en temps, on se demande si on n'est pas tombé un petit peu dans Gérard de Villiers. Je vous cite un passage à nous. Je peux arrêter là sur Gérard de Villiers, parce que c'est marrant. Il dit, elle a l'air de sortir d'un hôpital psychiatrique, elle va très mal. Moi, je lis Gérard de Villiers, moi je le lis pas. Bon, je pense qu'il les connaît mieux que moi, mais moi je connais les couvertures.
Elles ont l'air en bonne santé quand même, elles n'ont pas forcément l'air... On est dans la pornographie, c'est-à-dire que c'est l'argent avec l'érotisme. Et c'est la violence. En général, elles ont des flingues et les flingues sur les nichons. Moi, c'est l'inverse. Le roman, c'est pas dans la violence et c'est pas dans la provocation. Mais c'est drôle parce qu'il essaye de rendre pornographique. Et donc, Gérard de Villiers, je sais pas, je le lis pas, mais c'est intéressant de voir où il place la virilité. En prenant un passage, on force le trait, mais quand même, vous l'avez écrit. Elle sentit ses doigts sur son cul, habileté de ses doigts à faire glisser son string. Il devait faire cela souvent, une habitude, un point de passage obligé, faire glisser le string d'une femme. Elle se souleva, se leva, elle était debout au-dessus de lui, sur ce matelas trop mou. Il demeurait tout en bas, entre ses jambes écartées. C'était peut-être cela, dominer un homme. Ah, génial, parce qu'il arrête la phrase. La phrase n'est pas finie. Et la phrase, justement, c'est c'était peut-être cela dominer un homme, le regarder du ciel, sans savoir s'il sera généreux ou pressé. C'était peut-être cela dominer un homme, mais elle venait du pays de la peur et elle savait que cette peur ne la lâcherait jamais. Alors effectivement, si on zappe le livre, si on le tronçonne, et c'est pour ça qu'au début, j'étais contente que vous commenciez par le mot pardon, parce qu'effectivement, là, il n'y a pas toute la spiritualité et la mystique du livre. Et c'est ce qu'il fait, c'est-à-dire qu'il prend le début de la phrase dominer. Alors là, on est dans SAS. Premier, Elle est au-dessus de lui, elle domine, et c'est SAS. Mais comme il ne dit pas la phrase en entier, et que justement ce cliché de dominer un homme est complètement anéanti par la fragilité de cette femme, la fragilité du plaisir et du désir et de la rencontre, et c'est ce qui en fait sa noblesse. Donc c'est une sorte de lecture zapping. Ce que tout le monde aura remarqué, c'est que vous connaissez par cœur votre texte. Je l'ai vachement travaillé. Vous nous évitez les voiles arachnéens et les jambes galbées. Mais... Alors, il me reproche qu'il n'y ait pas les jambes galbées. Mais justement, ils ne sont pas beaux. Ils ne peuvent pas les voir, les jambes galbées. Ils ne sont pas beaux. Je suis désolée. C'est pas... Alors, on appuie. Quand même, il y a des moments où on se perd un petit peu dans cette accumulation. Je vous ferai grâce de la pipe dans la baignoire et de quelques autres scènes du même genre. Génial, parce que là, il soupire. Je vais le dire, je ne vais pas le dire. Je vous ferai grâce de la pipe dans la baignoire. C'est-à-dire parce qu'en même temps, il en parle, mais il ne veut pas en parler. Et alors, la pipe dans la baignoire, moi, ça ne me gêne pas d'en parler parce que c'est un moment d'allégresse et c'était un jeu. Et parce que dans ce livre, juste avant, elle a pleuré. Il y a des pleurs et il y a de la joie. Il y a de la pudeur et il y a de l'impudeur. Il y a de l'abandon et il y a de la possession. Et tout le livre joue sur ces registres-là. Il y a d'autres fois où on a l'impression qu'on n'arrive pas à mettre les mots sur les choses, mettre les mots sur les sentiments. C'est pourtant le travail d'un écrivain. Alors stop, le travail d'un écrivain. Ah, il s'est arrêté. Oui. C'est fini. Le travail d'un écrivain. Alors ça veut dire, là le reproche, ça veut dire que les critiques qui ont aimé, les libraires qui me défendent et les lecteurs... Très fort d'ailleurs. Très fort. Et les lecteurs que je rencontre ne font pas leur travail. Leur travail de lecteur, c'est quoi le travail de lecteur? Alors, ou travail de critique et de libraire. Ce que je voudrais dire, c'est que lui n'a jamais parlé du style quand même. C'est un critique littéraire. On ne parle pas du tout du style. On ne parle pas, donc il a occulté 2/3 du livre, il coupe les phrases. Et moi, ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a quelque chose... Il y a une femme qui est venue me voir récemment, j'étais dans un salon, et elle avait mon âge à peu près, et elle m'a dit, voilà, je ne savais pas, je pensais que j'étais toute seule à avoir peur, je ne savais pas qu'on pouvait avoir peur dans la relation amoureuse et que ce soit normal. Alors moi, je voudrais terminer sur une chose, oui, c'est beau, la peur, la pudeur et l'appréhension et le trac dans la relation amoureuse, mais ce dont je ne veux pas avoir peur, c'est d'oser en parler. Et mon travail d'auteur, puisque c'est ça qui est remis en cause, c'est justement de ne pas effleurer, de dire, ben j'en parle. Et je l'écris. Voilà. Oui, mais j'espère et je crois qu'on vous a donné l'occasion d'en parler. Je pense que les gens qui nous ont écoutés vont avoir très envie de lire ce roman. La pluie ne change rien au désir. Est-ce que vous auriez un dernier mot à dire à Christian Sauvage? Mais un dernier mot à dire, ben, je trouve que ce que j'aime dans sa critique, c'est que justement, c'est ce que je disais au début, il n'y a pas la jouissance du bon mauvais papier. Hein, c'est-à-dire, je vais montrer comme j'écris bien en descendant quelqu'un, donc je lui marche dessus pour m'élever. Ça, c'est pas du tout ça là-dedans. C'est... c'est une mise à distance très forte du livre. Oui, mais du fait peut-être d'une grande implication. Moi, je ne pourrais pas me brouiller avec lui jusqu'à la fin du temps. Non, il n'y a pas à se brouiller. En l'occurrence, je pense que tout le monde a été... moi, j'étais assez ébloui par la façon dont vous avez répondu à Christian Sauvage. Je n'avais pas besoin de l'être, mais je pense que beaucoup de téléspectateurs
vont, comme je l'avais dit tout à l'heure, avoir envie de lire votre livre. J'espère. Merci. Merci beaucoup à vous, en tout cas. Merci beaucoup. Pour notre cours de littérature, ce soir, Paulo Coelho nous parle d'Henri Miller. Paulo Coelho est tout simplement le deuxième auteur le plus lu dans le monde. Je ne vous dirai pas qui est le premier. Seulement, L'Alchimiste a été vendu à 7 500 000 exemplaires. Le Zaïre, son dernier roman, prend le même chemin. Alors, quel rapport entre l'auteur de ces romans initiatiques et Henri Miller? Quelle fascination pour le tropique du cancer? C'est ce que va nous dire maintenant Paulo Coelho. Alors, Henri Miller, c'était pour moi une découverte. Je suis allé vers les livres d'Henri Miller, pas parce que c'était un grand écrivain, au contraire, c'était interdit au Brésil, c'était interdit même aux États-Unis. La France, c'était le seul pays. Je suis allé vers Tropique du cancer pour deux raisons. D'abord, parce que c'était interdit. Deuxièmement, parce qu'il parlait du sexe, de la pornographie. J'ai dit, oh, ça doit être intéressant. Non? Alors, un garçon avec 17 ans, 18 ans, avec beaucoup d'intérêt pour les sujets. Et un jour, je me vu devant un exemplaire des Tropiques du cancer. J'ai commencé à lire. Et c'était vraiment un éclat. J'ai commencé à lire les livres et j'ai vu qu'il avait un jet de vraie vie dans ces livres-là. Je crois que Henri Miller, il a toujours détesté les cours de littérature, je suis persuadé. Mais par contre, il avait une façon de décrire son âme, son expérience. C'était la meilleure description de Paris que j'ai vue dans toute ma vie. Et même quand je suis revenu il y a 2 ans, j'ai relu Les Tropiques du cancer avec cette peur d'être déçu, parce que parfois un auteur, un écrivain vous marque beaucoup et après vous êtes déçu. Et non, encore, c'est un classique pour moi. Bon, et quand je lis Henri Miller et sa façon d'écrire, spontanée, enthousiaste, alors ouverte, et c'était vraiment les grands maîtres pour moi de l'écriture. Et depuis que je lis Tropique du cancer, je lis presque toute son œuvre. Il y a des livres que j'aime bien, il y a des livres que j'aime moins, mais quand même, il a marqué ma vie. Et un jour, j'étais au Japon, il y a 3 ans, et j'ai dit, les journalistes posaient toujours la même question, comme ils posent. Hein. Quels sont vos écrivains préférés, etc. Et j'ai dit, bon, Jorge Amado, les Brésiliens, Borges, Henri Miller. Et la traductrice, l'interprète, elle était paralysée, elle m'a dit, mais Henri Miller? J'ai dit oui. J'ai pensé qu'elle était un peu vexée de traduire. Non? Et quand l'interview a terminé, elle a dit, non, je n'étais pas vexée. Vous voulez connaître la femme d'Henri Miller? J'ai dit, bien sûr. Mais quel bonheur! Alors, ce soir, nous sommes allés dans un bar horrible, totalement vide. Il y avait la femme d'Henri Miller, là, dans le bar, toute seule. Elle avait un petit musée au fond du bar, et avec des photos. Elle était mariée avec lui pendant 20 ans. Hein. Et nous avons beaucoup discuté la façon d'Henri Miller écrire. C'était presque une écriture automatique, mais totalement différente de Robert Grillet, par exemple. Il avait cette tendance à la vie, à expresser des coins secrets qu'on cache toujours. Bon, et je lui dis, mais qu'est-ce que vous faites ici? Elle dit, j'ai fait la même chose que je faisais quand j'ai rencontré Henri Miller pour la première fois. J'avais 20 ans, j'étais à Los Angeles, j'étudiais à Los Angeles, et je jouais du piano, des chansons françaises, en japonais. Un japonais. Bon, il est venu, il avait 60 ans, il a une différence d'âge gigantesque. Et bon, il a tombé amoureux, et nous nous avons mariés. Mais surtout, je crois qu'il y a dans l'œuvre d'Henri Miller une spontanéité qui, c'est difficile, vraiment difficile de trouver dans les autres écrivains. Il est quelqu'un qui sait partager l'âme
avec des mots qui font du sens. Parce que parfois, on essaie de compliquer trop l'écriture. On commence à penser trop au style, etc. Mais on ne pense pas à l'âme, à les choses qui sont au-delà des mots. Et dans le cas d'Henri Miller, même si son style, c'était la liberté totale, comme c'était sa vie, il avait cette énergie, cette puissance de vivre dans chaque mot qu'il écrivait. C'est l'écrivain qui m'a beaucoup marqué parce que surtout, pour lui, la littérature, c'était pas un cours, c'était vraiment partager son âme, comme c'est pour moi aussi. Merci Paulo. Alors si je comprends bien, la France doit Paulo Coelho à Henri Miller. La possibilité d'une île est le dernier roman de Michel Houellebecq. Qui ne le sait pas. Et pour ce journal intime, je pourrais vous dire Michel Houellebecq comme on vous l'a toujours promis, Michel Houellebecq comme vous ne l'avez jamais vu. Et pourtant, c'est exactement ça. Et vous allez voir que dans ce journal intime, Michel Houellebecq se livre et s'expose comme il ne l'a jamais fait depuis bien longtemps. Cette réputation d'être mutique et dépressif, en fait, il doit certainement être en grande partie justifié. Je l'ai mérité. Sûrement. Oui, je suis pas quelqu'un de très heureux. C'est vrai que mon journal intime n'est pas intéressant. Il n'y a pas de révélation fracassante, quoi, rien de comme tout le monde. Et c'est vrai dans les choses intimes. C'est vrai aussi socialement. Je reste très classe moyenne dans mes goûts. Et la seule chose où je vois pas normal, c'est... Je pense que c'est que je vois tout mieux que les autres. Y compris ce qui me concerne, moi. Mais j'ai l'impression depuis le début, de voir des êtres humains ordinaires avec des yeux plus acérés. Comme je suis devenu un peu star, je commence à comprendre les stars qui disent trouvent le réconfort dans le public. Donc, je suis suffisamment connu pour rencontrer par hasard dans la rue des gens qui m'ont lu, quoi. Je sais pas, c'est récent en fait, finalement. Le sexe dans mes livres me paraît positif. J'ai toujours du mal à comprendre qu'on le trouve négatif. Et ça correspond à une observation que j'ai pu faire. Le sexe, c'est un truc qui se passe quand même quasiment toujours bien. Je trouve. Je dirais qu'il faut... sûrement me pardonner mes périodes de silence, parce que je suis pas quelqu'un de très brillant dans la conversation. Ça, je pense que je suis un bon auteur pour ça aussi, en partie. J'arrive à exprimer beaucoup en peu de phrases. C'est vrai que l'histoire de la petite pièce. There's a shadow hanging over me. Oh, and yesterday came suddenly.
Non, l'image, non, j'y peux vraiment plus rien. Bon, il y a des exceptions, il y a toujours des exceptions à ce genre de truc, mais il n'empêche que les gens ont globalement décidé qu'ils s'intéressaient à moi ou qu'ils s'y intéressaient pas du tout, quoi. Et rien de ce que je pourrais écrire, même si j'ai déployé un talent encore plus considérable, je suis pas obsédé, n'y changera plus rien. Mais rien à voir, c'est une femme, une espèce de représentation culturelle à Prague. J'étais persuadé que j'étais Philippe Delerme, qui s'est mis pratiquement à m'agresser parce que je ne voulais pas reconnaître que j'avais écrit la première gorgée de bière. Non, je vous assure, c'est pas moi. Bon, elle était un peu ivre. Enfin, mais c'est... Elle était sûre de ce qu'elle était sûre de son coup, quoi. Vraiment, je me repérais de merde. Et je croyais l'avoir semé, mais à la fin de la réception, elle arrive vers moi et elle dit alors. À ce moment-là, je m'aperçois qu'elle a un boc de bière à la main. Et la bière. Ça vous rappelle quelque chose? La bière? Ah, la bière. Et voilà, elle est partie. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me. Yemi, bonsoir. Bonsoir. Alors, je vais d'abord vous présenter. Vous êtes notre inattendu. Donc, vous êtes né au Cameroun, à Douala. Oui. Vous avez 30 ans, hein, on va dire ça comme ça. Et Suburban Blues, qui est le roman dont nous allons parler, est votre premier roman. Alors, je vais dire un peu de quoi il s'agit. Vous allez me dire si vous êtes d'accord avec cette présentation de votre roman. Alors, ce roman, c'est l'histoire d'un mec, comme dirait Clonuche. Il est noir, musicien, il vit en banlieue. Il croit qu'on peut s'en tirer en pensant plutôt qu'en dealant. Est-ce que c'est ça un peu l'histoire de ce mec? Oui, c'est un peu ça. Et ce mec, est-ce que c'est vous? Non, pas tout à fait. Non ça pourrait être moi. De toute façon, vous êtes écrivain, vous savez bien qu'il y a toujours beaucoup de soi dans ce qu'on écrit. Mais une fois que le jet est lâché, ma foi, ce n'est plus tout à fait nous. Qu'est-ce qu'a voulu faire Yemi en écrivant ce livre? Eh bien, ce que j'ai voulu faire, tout d'abord, c'est de matérialiser l'ambiance de la banlieue. Mais une banlieue qui, à un moment donné, bascule dans ce que le héros appelle l'autre côté du cerveau. Oui. C'est-à-dire qu'au début du livre, il y a cette ambiance, effectivement, qu'on peut reconnaître aisément, surtout pour ceux qui connaissent un petit peu la banlieue. Mais les poncifs, même, de la banlieue. Voilà, c'est ça. Et d'ailleurs, bien souvent, ils y sont tout simplement pour être démolis un peu plus tard. Voilà. Mais c'est vrai que ce que j'ai voulu faire, c'est de symboliser le tournage en rond, on va dire, de la banlieue, avant le basculement de l'autre côté du cerveau. Peut-être salvateur, voilà. Alors, ce tournage en rond, pour y échapper, on a l'impression que Yemi se raconte des histoires pour aller vers un espèce d'ailleurs idéalisé qui serait l'onirium. Alors, qu'est-ce que c'est que cet onirium? Alors, l'onirium, comme son nom l'évoque un petit peu d'ailleurs, hein, l'onirisme, voilà. Et c'est une terre où les rêves sont censés s'incarner et puis empiéter dans la réalité pour enfin exulter. Voilà, c'est ça en fait. C'est-à-dire le but à atteindre. Ça n'est pas forcément la grosse fortune ou quoi que ce soit, mais la réalisation du soi. De soi, voilà. Oui, absolument. Mais alors, on a l'impression aussi que pour atteindre cet onirium, il faut passer par des chemins... On a l'impression que c'est un peu un livre prophétique ou christique. Est-ce que c'est une nouvelle Bible? Franchement. C'est vrai que le héros, dit, qui est très mystique, dit à un moment donné, je suis luté, c'est-à-dire je suis l'ultime testament. Et en fait, c'est quelqu'un qui souffre. C'est quelqu'un qui souffre, qui tourne beaucoup en rond. Et à un moment donné, dès lors qu'il décide de basculer de l'autre côté du cerveau, parce que les oiseaux, en fait, lui apportent ces messages-là à travers une voix qu'il entend un matin. Bon, il faut ajouter à cela qu'il était un petit peu en état de conscience altéré. Il avait fumé. Oui, il consomme
on consomme beaucoup dans votre livre de toutes sortes de drogues. Il y a vadémécum des drogues pour ceux qui en manqueraient. Mais on se demande quand même fondamentalement si la drogue la plus dure dans ce livre, c'est pas le langage. Oui, absolument. Écrire, c'est sortir du ventre du rat. Vous voyez, parce qu'en banlieue, on a souvent l'impression qu'on est dans le ventre du rat, une espèce de chose enclose dans lequel on est constamment en train de se buter le front contre les murs. Oui, mais alors, pour pouvoir sortir du ventre du rat, pour pouvoir faire ce travail sur cette langue, il a une certaine culture, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors d'où lui vient cette culture, d'où vient celle de l'auteur? Eh bien, moi je suis né au Cameroun, dans une famille plutôt aisée, on va dire, une famille royale même. Parce qu'on ne trouve jamais de traces de vos origines, Yemi. Dans les dossiers de presse, on ne sait pas d'où vous venez. Oui, parce que je n'ai pas forcément envie de le dire à tout le monde. En réalité, c'est honteux d'être d'origine royale? Non, c'est pas ça. Mais simplement, je suis pas non plus Albert de Monaco. J'ai pas sa richesse. Ouais. Mais c'est vrai que j'ai grandi dans une famille où il y avait beaucoup de livres, beaucoup de gens lettrés, des journalistes. Et que faisaient vos parents, si on a le droit de le savoir, à moins que ce soit... c'est une longue histoire. J'ai eu beaucoup de problèmes avec mes parents. Puis moi, par exemple, j'ai pas connu mon père. J'ai été élevé par mes grands-parents. Donc, en fait, mon grand-père, j'étais pour lui son fils, comme son dernier fils. On sent, hein. On sent la fascination du grand-père et le père qui manque. Et le papa, celui qu'on va appeler papa. Tout à fait. Ouais. Alors Yemi se nourrit de quoi? Quelle littérature? Yemi se nourrit de tout ça. Oui. Et puis de la littérature, ça part de Baudelaire, qui m'a amené aux lettres en fait, à Beckett, à Joyce. Bon, les deux sont très liés d'ailleurs, parce que Beckett a été secrétaire de Joyce. Donc c'est vrai qu'il y avait un lien tout à fait naturel pour moi. On voit Whitman apparaître. Oui, il y a Whitman aussi. J'adore Whitman. Feuille d'herbe. C'est bien sûr. Feuille d'herbe, bon, c'est pas tout à fait. Oui, non, c'est pas la même chose. Et puis il y a Céline. Bien sûr, oui. Le travail sur la langue. Oui, voilà. Céline m'a beaucoup inspiré le travail sur la langue, aussi la liberté. Oui. La liberté de pouvoir dire négro, youpin, bougnoul, le politiquement correct, c'est pas votre truc. Parce que je suis tout ça. Voyez-vous, je suis tout ça. Je vis avec des niakoué, je vis avec des bougnoules. Donc je suis tout ça absolument, quoi. Donc ça me dérange pas. Ce sont que des mots, vous savez. On a le sentiment, dans la dernière phrase, que c'est une ode au métissage. Oui, absolument, il y a de ça aussi, bien sûr. Je fais de la musique depuis 15 ans aussi, même si mon travail c'est d'écrire. Mon travail c'est d'écrire, mais j'ai intégré depuis longtemps la musique comme faisant partie de ma littérature. C'est-à-dire que c'est une démarche littéraire pour moi, la musique. Et dans ma musique, il y a beaucoup de métissage. Ça part du reggae à l'afro-jazz, etc. J'ai l'impression que l'espèce de Babylone vers laquelle on va, c'est Paris. Que je retrouve Yemi devant Beaubourg, sur la piazza, et comme une espèce d'aboutissement. Et il y a même, je me trompe peut-être, une espèce d'ode à Jacques Chirac. Est-ce que je me trompe? Est-ce qu'il y a une espèce d'ode à Jacques Chirac? Une ode à Jacques Chirac dans le sens un petit peu antiphrase alors, parce que Jacques Chirac, moi j'ai pas digéré le bruit et les odeurs par exemple. Oui, bien sûr. J'étais en galère aussi à l'époque et le bruit et les odeurs, c'est vrai que ça m'est resté en travail. À ma connaissance, peut-être qu'il a fait, mais à ma connaissance, il s'est jamais excusé vraiment là-dessus. Donc moi en tant que black vivant en France et surtout après les événements qui se sont bien sûr. Voilà. Bien sûr. Bien sûr. Donc voilà, c'était donc du coup un peu d'antiphrase pour notre président. D'accord. Alors ce que je voudrais demander maintenant, parce que moi ça m'intéresse, que va devenir ce superbe. Je sais que c'est le premier volet d'un triptyque, c'est bien ça? Oui, absolument. Et il est déjà en écriture? Oui, aussi, oui. Et il est dans cette veine, dans cette lignée? Là, c'est une écriture avec une musicalité, on va dire, un son brillant, comme on dirait pour lui, parce que c'est un son brillant. Le prochain aura peut-être une sonorité plus mate, parce que là, la musique est peut-être trop évidente, mais c'est fait exprès. La démarche est celle-là, en donner jusqu'au bout, plein les tympans. Montrer ses muscles? Oui, parce que... disons, les lignes ne sont pas simplement visibles, elles sont audibles. Quand on lit, on entend. Oui, on entend le rythme, on entend, bien sûr, absolument. Et voilà, donc le prochain livre, on l'entendra pareil, en même temps qu'on le lira, mais ce sera un son peut-être un peu plus mat. D'accord. On l'attend avec impatience et vous ne serez plus l'inattendu. On vous recevra certainement dans Café Picouli, parce que je suis certain que Yemi, ça va aller loin. J'espère. Merci Yemi. Merci beaucoup. Merci de m'avoir reçu.
David, quand je te vois t'agiter comme ça veut dire qu'on va bientôt fermer. Oui, c'est la fin. Ouais, écoute, avant de fermer, je voudrais te conseiller un livre. C'est mon livre préféré cette semaine, Akli Tadjer, Alphonse, l'histoire d'un petit gamin dans les années 60 dans le nord de la France. Il s'appelle Mohamed et il doit se faire appeler Alphonse. C'est très touchant, très émouvant et drôle. Voilà, c'est le livre que j'aimerais que tu lises. Avec plaisir, merci beaucoup. Bon, j'espère que tu as passé une bonne soirée. Excellente, merci bien. Alors, je crois qu'on va fermer. En tout cas, à dans 15 jours. Hein. Merci.